Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour Cœur de patrimoine. On va passer une petite heure ensemble et on va parcourir un certain nombre de thématiques qui touchent à la gestion de votre patrimoine. Pour ce 25e numéro, on va commencer avec une petite touche d'immobilier et on va s'intéresser aux murs de restauration. Alors qu'elles soient rapides ou traditionnelles, je ne veux pas de combat de coq chez les uns ou chez les autres. On va parler de tout et puis on dira aussi un petit peu de stratégie patrimoniale. On aura un focus sur le dispositif de donation avant cession et puis un large focus, ce sera plutôt pour les chefs d'entreprise ou les indépendants sur la protection sociale de ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on s'intéresse donc à la restauration, au mur de restauration. Gérald Proutot, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, directeur général délégué de Pierre Premier Gestion. D'abord, les tendances de cette restauration. D'abord, je l'ai dit, pas de combat, on n'oppose pas un resto traditionnel à un fast-food, on s'intéresse à peu près à tout. Quelles sont les tendances de ce marché qui sont susceptibles peut-être d'impacter la valorisation des murs ? Oui, alors on va parler un petit peu d'économie et de macroéconomie. En fait, c'est un secteur d'activité qui, sur longue période désormais, en fait, crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon. Donc, des enseignes nationales et puis également des enseignes internationales qui viennent s'implanter sur le territoire français. Donc, c'est plutôt des signaux positifs. Pourquoi est-ce que cette classe d'actifs, on va l'appeler comme ça, est intéressante pour un investisseur qu'on va estampiller volontairement patrimonial? On est dans le cœur de patrimoine. Alors, pourquoi c'est une classe d'actifs intéressante ? Alors, d'abord, c'est un sous-jacent de la classe d'actifs commerce. Cette classe d'actifs commerce est malmenée. Elle a déjà été malmenée ces années précédentes. En revanche, même si elle est corrélée au pouvoir d'achat des ménages, on voit que les ménages continuent d'aller, je dirais, se divertir dans des lieux de restauration, puisque maintenant, on parle de restauration de loisirs qui se décline sur un certain nombre de concepts, des enseignes de restauration rapide, des enseignes de restauration nationale. On se retrouve entre amis, entre familles, pour aller se restaurer. Et donc, ça fait partie maintenant, finalement, de l'objectif des ménages au quotidien, de se retrouver. De la vie commune, d'aller effectivement au resto. Je le disais, on ne veut pas différencier et jouer l'une ou l'autre. Malgré tout, est-ce que tout le monde évolue au même rythme ou est-ce qu'il y a finalement des différences entre les murs de restauration rapide et ceux de restauration plus traditionnelle ? Je dis de différence, c'est pas en termes de ce qu'on a dans l'assiette, on est d'accord, c'est plutôt en termes de rendement, de stabilité locative. Est-ce que là, on peut faire une certaine ségrégation ou pas ? Alors, la ségrégation, on peut évidemment la faire. Maintenant, le sujet numéro 1 reste l'emplacement. Finalement, l'emplacement qui est lié au flux piéton, au flux routier, que ça soit sur de la restauration traditionnelle ou de la restauration rapide. Donc, si les critères d'emplacement sont respectés, qui sont qualitatifs, que l'enseigne, alors on va parler, il y a des indépendants, il y a aussi des enseignes nationales, mais en tout cas, plus l'enseigne va être attractive et plus effectivement les gens vont venir se déplacer pour venir se restaurer. Donc, il faut regarder l'emplacement et encore l'emplacement et puis un peu l'enseigne quand même. Effectivement. Manifestement. Quels sont les critères à évaluer au moment de se lancer, de se dire tiens oui effectivement pourquoi pas cette classe d'actifs, je peux prendre une part d'un achat de mur, c'est quoi ? C'est le type de bail, c'est l'emplacement, c'est la marque, c'est tout ça conjugué en réalité. Parce qu'effectivement l'emplacement en fait c'est ce qui va permettre à l'enseigne ou à l'indépendant de dérouler son business plan d'origine. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, nous, en tant qu'investisseurs, après l'emplacement, on va regarder... Alors, on privilégie d'une certaine façon les enseignes nationales. Pourquoi ? Parce que les enseignes nationales, en général, sont détenues par des groupes, soit des groupes régionaux, soit par des groupes nationaux, donc qui ont une certaine stature et envergure financière. Donc cette capacité finalement à faire évoluer leur modèle. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est l'attractivité finalement de la thématique de restauration et de celui qui a finalement l'exploité, sa solidité financière, son expertise dans ce secteur d'activité. Le bail, c'est important à regarder ou finalement ça, c'est de la cuisine interne des gestionnaires Alors,
c'est pas cosmétique évidemment, puisque plus on va avoir un bail long et ferme, et plus ça va venir sécuriser les loyers, les cash flows pour l'investissement. Donc évidemment ça compte. Et puis également à la revente, puisque revendre des murs quand vous avez une durée résiduelle de bail relativement longue, eh bien effectivement ça va jouer dans la valorisation. Est-ce que le contexte, enfin on en sort un petit peu, vous allez me dire, ceux qui écoutent Cœur de Patrimoine régulièrement le savent, mais on reste quand même dans une ambiance un peu d'inflation, d'incertitude économique. Est-ce que tout ça a alimenté, on va dire, des risques un peu spécifiques peut-être? Vous parliez en propos liminaire un peu du plaisir de se retrouver au restaurant. Malgré tout, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir. Est-ce que tout ça, c'est un risque aussi particulier à prendre en compte quand on s'intéresse à cette classe d'actifs? Oui, alors en fait, effectivement, il faut toujours être vigilant quand on fait de l'investissement sur les valeurs locatives, qu'on parle de restauration traditionnelle ou de restauration rapide. Et quand vous avez des valeurs locatives qui sont plus élevées que les valeurs locatives de marché, bien évidemment, si votre exploitant, votre locataire met la clé sous la porte ou vous rend le local parce qu'il n'est plus suffisamment rentable, il va falloir le relouer. Et souvent, vous allez devoir le relouer dans des conditions inférieures parce que là, effectivement, le contexte économique actuel fait que, effectivement, ces exploitants, ces enseignes vont essayer de minimiser leurs charges fixes, et les loyers en font partie, pour pouvoir être rentables. Et donc, finalement, on va être très vigilant aussi sur les valeurs locatives. Donc, c'est des points qui comptent. Actuellement, le secteur de la restauration, je l'ai dit tout à l'heure, est un secteur qui crée plus d'emplois qu'il n'en détruit, mais pour autant, c'est quand même corrélé au pouvoir d'achat des ménages. Et donc, on revient là-dessus. Si on a une situation économique qui continue de stagner ou de se dégrader, effectivement, il faudra être encore plus vigilant sur ces éléments-là. Gérald Brousseau, comment on fait pour investir? Parce que j'imagine qu'on a peut-être ce matin un investisseur qui se dit « Ah bah oui, tiens, pas bête, dans mon portefeuille immobilier, je pourrais mettre un peu de mur, de restauration. » Il va pas aller voir le gérant de son fast-food préféré ou de son resto du coin pour lui dire « Tiens, vends-moi 10% de tes murs. » Comment on fait pour investir concrètement dans un mur de restauration? Alors effectivement, d'abord, c'est très rare sur le marché français de pouvoir effectivement capter des murs à l'investissement. C'est déjà en général plusieurs millions d'euros, donc de manière unitaire, c'est difficile pour les investisseurs. Donc effectivement, après, il existe des fonds d'investissement, et en particulier chez Pierre Premier Gestion, nous avons créé un fonds d'investissement qui est dédié à une grande chaîne de restauration internationale, de restauration rapide, qui fait plus de 400 millions d'euros d'actifs au moment où on se parle, et qui a une performance analysée qui est supérieure même aux attentes. Donc c'est une des façons de rentrer en fait sur ce marché-là. Donc on peut effectivement prendre une part des murs de ces boutiques-là. Malgré tout, la restauration, elle a aussi beaucoup d'évolution ces temps-ci. Alors on a commencé en essayant de réunir la restauration traditionnelle et la restauration rapide, mais il y a aussi d'autres modes de consommation, comme la livraison par exemple à domicile, et du coup on se dit si je suis capable de faire mon petit dîner aux chandelles avec de la bonne nourriture à la maison sans avoir besoin de la faire en me la faisant livrer, j'ai plus besoin d'aller au restaurant. Donc ça veut dire que le restaurateur, a priori, il a plus besoin que d'une cuisine et non plus d'une salle. Donc est-ce que tout ça, ça impacte aussi un petit peu la valorisation ou l'ambiance ou la façon d'aborder cette classe d'actifs? Alors en tout cas, pour les chaînes que l'on connaît de près et que l'on suit de près, ce que l'on a pu observer, c'est deux choses. Effectivement, depuis la période notamment Covid, toute cette part de delivery, vente à emporter, etc., qui était traditionnellement autour de 30%, est montée jusqu'à 50-60%. Donc effectivement, c'est une évolution du modèle économique. La résultante de ça, c'est que généralement, ces mêmes enseignes aujourd'hui construisent ou développent des sites avec des tailles qui se sont réduites au fil du temps. Donc c'est évidemment, elles en ont tiré les conséquences. Maintenant, aujourd'hui, vous avez également ce qu'on appelle des dark kitchens, les dark kitchens qui, ici ou là, et plutôt dans les grandes villes d'ailleurs, les grandes métropoles, ont ouvertes et qui, effectivement, utilisent ce système de delivery. Maintenant, d'une manière générale, ce qu'on observe sur les grandes enseignes nationales, c'est plutôt, d'une manière générale, des chiffres d'affaires qui sont conformes, voire supérieurs aux attentes sur les business plans. Bon, pas donc de gros changements sur ces modes-là. Merci beaucoup, Gérald Proutot, donc directeur général délégué de Pierre Premier Gestion, qui nous emmenait dans le monde de ces murs de restauration. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après avoir parlé de ces murs de restauration, on aborde à présent un sujet clé de la stratégie patrimoniale, la donation avant cession, dispositif technique patrimonial qui permet d'optimiser la transmission tout en réduisant la fiscalité. Alors on va parler bien sûr des avantages, des étapes à suivre, des pièges à éviter, tout cela avec Amélie Ziegelmeyer. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour La Place. Vous nous éclairez donc sur ce dispositif. D'abord, il s'adresse à qui ? Alors tout d'abord, il s'adresse aux personnes qui ont la volonté de transmettre leur patrimoine. Ça, c'est fondamental. Et c'est également utile pour les personnes qui s'apprêtent à céder des biens avec des plus-values latentes. C'est pour ça qu'on pense souvent à cette stratégie au moment où on va céder son entreprise, parce que les montants à percevoir sont importants, les plus-values peuvent être conséquentes, mais c'est une stratégie qui peut tout à fait être mise en place au moment de la cession d'un bien immobilier ou d'un portefeuille d'actions à partir du moment où il y a des plus-values. On rappelle le principe du coup ? Alors le principe de la donation avant cession, c'est d'éviter la double fiscalité, puisque quand je cède un bien, si j'ai une plus-value, je vais être imposé dessus. Et si par la suite, je veux transmettre une partie de liquidité à mes enfants, par exemple, je vais payer des frais de donation si je suis au-delà des abattements légaux. Bien sûr. Le fait de donner avant de céder, ça va permettre pour le calcul de la plus-value de repartir sur un nouveau prix de revient qui correspond au montant donné. Donc, en général, comme les opérations sont assez proches entre la donation et la cession, le bien n'a pas eu le temps de se revaloriser, ce qui fait qu'il n'y a pas de plus-value et donc pas d'impôt à payer. Uniquement, éventuellement, les frais de donation. Donc si on prend un exemple, ça donne ? Admettons que j'ai créé une société et que je m'apprête à la vendre pour 1 million d'euros, ce qui est également le montant de ma plus-value puisque je suis partie de zéro. Si avant de la céder, je transmets 20% à mon fils, donc 200 000 euros, on va céder ensemble les titres de cette société-là. Lui n'aura pas de fiscalité à payer sur la plus-value puisqu'il cède 200 000 euros, quelque chose qu'il a reçu 200 000. Moi, ça m'aura coûté les frais de donation. Donc j'ai un abattement de 100 000 euros entre parents et enfants, donc ça va me coûter à peu près 20 000 euros de lui transmettre 200 000 euros. Et si jamais j'avais cédé avant de lui donner les titres que je lui ai donnés par la suite, ça m'aurait coûté à peu près 86 000 euros. Ah oui, donc c'est significatif. Donc voilà, on voit à travers cet exemple que effectivement c'est une stratégie qui est assez pertinente. Mais l'administration fiscale n'y trouve rien à redire ? Alors, on a une jurisprudence qui est abondante sur le sujet. Le Conseil d'État a validé cette stratégie dans plusieurs arrêts, y compris le délai court entre la donation et la cession. Après, attention, ça ne veut pas dire que c'est des montages qui ne sont pas regardés. Au contraire, l'administration fiscale n'hésite pas à chercher la moindre faille pour remettre en cause l'optimisation. Donc pour ce faire, elle a 2 angles d'attaque, la fictivité de la donation et le non-respect de la chronologie. La fictivité de la donation, c'est si, là, dans mon exemple, les 200 000 euros, je me les réapproprie alors que je les ai donnés à mon fils. Donc là, attention, c'est de l'abus de droit et les conséquences financières peuvent être assez lourdes. Et le deuxième angle d'attaque, c'est le non-respect de la chronologie. Il faut que la donation ait lieu avant la cession. D'accord. Alors, dit comme ça... Ça peut être bref, mais il faut que ce soit quand même avant. Alors, dit comme ça paraît évident, mais attention. Attention quand même tout de même, parce que y a des subtilités. Ah. Si je donne des parts sociales, c'est des titres de SARL, de SCI, l'administration fiscale considère que la vente est parfaite à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix et qu'il n'y a plus d'aléas. Donc ça signifie que s'il n'y a plus de conditions suspensives, l'administration fiscale peut considérer que la cession a déjà eu lieu, même si je n'ai pas perçu le prix. Donc là, extrême vigilance pour les donations avant cession. D'accord. Pour les actions, donc les titres de SAS, SA, c'est un peu différent, puisque le transfert de propriété se fait au moment où il y a l'inscription au compte de l'acquéreur. Donc, dès que la donation est effectuée, c'est impératif d'enregistrer le mouvement des titres, puisque c'est une ordonnance de 2004 qui nous le précise. Est-ce que, on sait que quand on possède, on peut soit posséder à pleine propriété, soit posséder en démembrement. Est-ce qu'on peut, par exemple, donner en démembrement ? Oui, tout à fait. Sur ce type de stratégie, ce qui va faire que vous donnez en pleine propriété ou en démembrement, ça va être vos objectifs et ceux de vos enfants. Si par exemple, on parle d'étudiants qui ont besoin de financer leurs études ou des enfants qui veulent acheter un bien immobilier, vaut mieux donner en pleine propriété pour qu'ils récupèrent des capitaux pour leur projet personnel. En revanche, si vous voulez conserver la gestion des capitaux, percevoir les revenus, vaut mieux donner en démembrement. Sachant que vous pouvez très bien donner une partie en pleine propriété et une partie en démembrement. Vous pouvez tout à fait mixer les deux. On insuffle dans l'histoire aussi une complexité en plus qui intéresse, j'imagine, encore peut-être un peu plus l'administration fiscale, non ? Il y a des points de vigilance spécifiques, du coup ? Oui, vous avez parfaitement raison. Sur les donations en démembrement, effectivement, il faut être très vigilant. On peut rappeler qu'au moment où on cède un bien démembré,
la répartition du prix de cession peut être différente selon 3 options. L'option numéro 1, c'est en l'absence de disposition, il y a un partage du prix qui se fait entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Donc c'est l'article 669 du Code général des impôts qui détermine selon l'âge de l'usufruitier quelle part représente son usufruit. Donc si j'ai 55 ans, mon usufruit vaut 50%, la nu propriété vaut 50%. Et le démembrement se termine. D'accord. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Vous pouvez aussi prévoir un report du démembrement ou un quasi-usufruit. Mais là, il faut le prévoir dans ces 2 cas. Un quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, c'est le fait pour l'usufruitier de récupérer le produit de cession, d'en disposer librement. Et attention, pour pas que les nus propriétaires soient lésés, ils ont ce qu'on appelle une créance de restitution, qui normalement vient au passif de la succession de l'usufruitier. Mais attention, là, on a eu des précisions récemment, le 26 septembre de cette année, qui nous indiquent, dans le BOFIP, l'administration fiscale nous précise que pour pas que ce type de montage soit considéré avec un but principalement fiscal, elle va regarder un certain nombre d'indices. Et le temps qui s'écoule entre le démembrement du bien, donc là, dans notre cas, la donation et la cession, fait partie des éléments qu'elle regarde. Donc clairement, l'option du quasi-usufruit, elle est fortement déconseillée dans le cadre des donations avant cession parce que bien trop risquée. Donc c'est pour ça que l'option à retenir, ce serait le report du démembrement. Où là, une fois que le prix est cédé, l'usufruitier et le propriétaire réinvestissent ensemble, soit dans un bien immobilier, soit dans un contrat de capitalisation, des titres de société. En revanche, il y a quand même un certain nombre de points d'attention à prévoir. Parce qu'avant qu'il y ait le report du démembrement, c'est impératif que les fonds versés soient sur un compte démembré. Sinon, le démembrement se termine. On ne peut pas ressusciter un démembrement. Ouais. Donc ça, c'est un petit point technique, en tout cas pratique, d'attention. Et puis surtout, un élément important, c'est que quand vous donnez en démembrement, vous ne purgez pas la totalité de votre plus-value. Puisque seule la partie transmise, la nue propriété, a sa plus-value qui est purgée. Donc ce qui veut dire qu'il y aura toujours de la plus-value à payer sur la partie de l'usufruit. Sauf que qui paye cette plus-value ? C'est le nu propriétaire. Donc, il faut prévoir qu'il ait les liquidités pour pouvoir faire face à l'impôt. Ne faites pas ça tout seul. Ne réalisez pas ça sans l'aide d'un professionnel. Disons qu'il y a plein de subtilités, donc c'est bien de maîtriser un peu les tenants et les aboutissements. Ça concerne tout le monde ? Enfin, je veux dire, on peut donner par exemple à un mineur ? Alors, on peut donner à un mineur. Après, il y a aussi un point de vigilance sur les actions, et c'est le cas d'ailleurs aussi sur les biens immobiliers. Il est recommandé de nommer un tiers administrateur qui n'a pas l'autorité parentale. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait un juge des tutelles qui intervienne pour accorder la cession du bien en question. Donc, ce qui peut retarder les délais, notamment quand on parle de cession d'entreprise. Donc ça, c'est important. Et si on parle d'une façon générale de cession d'entreprise, il faut quand même être vigilant sur tout ce qui est profession réglementée. Parce qu'on a des règles capitalistiques qui s'appliquent et on ne peut pas donner tout ce qu'on veut à ses enfants, selon la profession qu'ils exercent. Il y a même, pour, par exemple, les pharmaciens, vous ne pouvez pas donner des titres d'une pharmacie à vos enfants s'ils ne sont pas eux-mêmes pharmaciens d'officine. Même pour une courte période, c'est interdit. Donc voilà, il y a un certain nombre de subtilités à connaître. On s'est tout dit et on conclut, ou il y a un dernier élément à avoir en tête ? Alors, ce qu'on peut préciser d'un point de vue pratique, parce que souvent les clients ont tendance à l'oublier, c'est que les frais de donation, s'il y en a, ils doivent être payés avant la donation. Sauf qu'on n'a pas forcément les liquidités puisqu'on n'a pas encore cédé, par exemple, son entreprise. Donc voilà, c'est important de bien le prévoir. Alors en général, la banque elle est plutôt favorable à vous accorder un crédit en vue de la cession, mais tout ça, ça s'anticipe. Donc on reprend tout ça et on le fait pas tout seul, on se fait accompagner parce qu'on a bien compris qu'à chaque fois le diable se cache dans les détails, même si le schéma semble assez simple, il faut faire attention à tout. Oui, il faut faire attention à tout. Et puis aussi, sur les montants transmis, que ce soit cohérent par rapport à vos objectifs patrimoniaux, par rapport à votre âge, votre besoin de revenus complémentaires. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne idée de regarder ces sujets-là. Parce que c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, on hérite quand même de plus en plus tard, plus de 50 ans. Donc le moment où on cède son entreprise ou un bien avec des plus-values, c'est vrai que ça peut être intéressant de commencer à transmettre, surtout que nos abattements se renouvellent tous les 15 ans. Donc c'est des stratégies judicieuses, mais à manier avec précaution pour éviter les mauvaises surprises. Merci beaucoup Amélie. Amélie Ziegelmayer donc et le groupe La Place dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on s'intéresse à présent à la publication d'une étude sur la protection sociale de ce qu'on appelle les TNS, dans le jargon patrimonial, comprenez les travailleurs non salariés. Étude réalisée par Swiss Life France et Lilycare qui nous accompagne ce matin. Premier indice de vulnérabilité qui met en lumière les défis auxquels sont confrontés les dirigeants de ces petites entreprises ou les indépendants en termes bien sûr de couverture sociale. On va essayer d'explorer les résultats de cette étude et puis de mieux comprendre les raisons de ce sentiment de vulnérabilité et envisager, bien évidemment, parce qu'on est aussi là pour ça, les solutions pour mieux vous protéger, vous qui êtes des acteurs essentiels de notre économie. Deux experts sont donc en plateau. Sonia Hemlinger, bonjour Sonia. Bonjour Cédric. Merci d'être là, directrice générale de Social Care Consulting et donc de Lilycare. Et Maxime Frossard, bonjour. Bonjour. Merci également de votre présence, directeur technique de Swiss Life France. On va commencer avec vous. Peut-être avec un petit point de définition finalement. Je le disais, TNS, c'est un peu le vocable que vous allez ou que vous risquez tous les deux d'employer. Donc on le rappelle, travailleurs non salariés. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on regroupe beaucoup de monde sous ce vocable. Il y a énormément de monde, donc ça représente à peu près, on va dire, 4 millions de personnes en France. Et globalement, on a une grosse partie maintenant, majoritaire, et ça a beaucoup évolué, de micro-entreprises. Donc qui vont pas employés de salariés, mais qui seront plutôt toujours indépendants. Et vous avez une grosse partie de chefs d'entreprise ou autres qui ont le statut de TNS, mais vous avez aussi les professions libérales réglementées, type médecin, type notaire ou autre, tout ce qui va relever, par exemple, tout ce qui va être auxiliaires médicaux, les infirmières, etc., etc. Donc c'est très divers et varié. En termes d'assurance aussi, il faut savoir adapter, et en termes de risque aussi, parce que c'est des métiers qui sont soumis aussi au stress, aux maladies, et donc il faut assurer son activité. Des fois, on va dire à peu près 30% des indépendants hors micro-entreprise sont employeurs, donc il faut aussi savoir gérer l'entreprise. Donc voilà, c'est là où les assureurs interviennent. Alors justement, une fois qu'on a posé un petit peu les 4 et quelques millions sur la table, on leur parle de quoi ? De protection sociale, de prévoyance, c'est-à-dire ? Parce qu'il y en a plein qui se disent « ça ne me concerne pas » alors que ça devrait les concerner. Tout à fait. Sur les 4 millions dont parlait Maxime, il n'y en a qu'1,5 million qui sont couverts par un contrat de prévoyance. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont alarmants. Et donc, on leur parle surtout, je dirais au départ, de prévoyance. La prévoyance, c'est quoi ? C'est se couvrir si on est en arrêt de travail, s'il y a un décès, donc un capital pour sa famille, ou si on est en invalidité. Donc, l'arrêt de travail, évidemment, c'est le risque qu'on voit le plus. On est en arrêt de travail pendant 2-3 mois, on est hospitalisé, une mauvaise chute sur les pistes de ski ou voilà, par exemple. Ballot. Donc, des choses qui arrivent malheureusement, mais qui ne durent pas très longtemps. Puis après, il y a l'invalidité. Donc là, je donne souvent cet exemple parce que c'est assez parlant. Mais par exemple, un chirurgien dentiste qui va perdre un doigt, il pourra plus jamais opérer. Il sera en invalidité. Par contre, il pourra par la suite faire de la formation, former ses confrères, etc. Mais il ne pourra plus travailler. Donc c'est couvrir ces risques qui sont importants parce que ça peut mettre en péril la famille, l'entreprise. Donc si effectivement il est employeur également, s'il est chef d'entreprise, et puis le patrimoine qu'il a déjà acquis. S'il n'y a plus de revenus dans la famille, ça met en difficulté. Ça veut dire, Sonia nous le dit, qu'il faut prendre conscience du risque, qu'il faut savoir ce dont on a besoin, ce qu'on n'a pas encore. Mais comment on fait ? Parce que Sonia le disait, il y en a beaucoup qui ne se disent même pas qu'ils ne sont pas couverts. Enfin, comment choisir finalement, comment bien faire le travail, comment bien choisir son contrat d'assurance, de prévoyance, ça veut dire comment faire le bon choix. Nous, en tant qu'assureurs, déjà, on a vraiment cette vision du risque, et c'est vrai que beaucoup d'indépendants manquent de cette vision du risque. Des arrêts de plus de 7 jours, ça représente une fréquence de 7 à 8%. Donc, c'est pas rien. D'année en année, c'est-à-dire j'ai 8% de chance d'avoir de risque d'avoir un arrêt de travail, et c'est quand même... avec l'âge, ça augmente de plus en plus. Donc souvent, les jeunes indépendants, ils y pensent pas trop. Arrivés à la quarantaine, ils voient quand même qu'autour d'eux, ça peut arriver. Et là, ils commencent à s'intéresser. Le problème, c'est que c'est parfois un peu tard parce que quand le risque est survenu, j'ai une pathologie, j'ai quelque chose qui est arrivé, pour se faire assurer, c'est compliqué parce qu'il y a une sélection médicale et il est potentiellement trop tard. Donc nous, notre rôle en tant qu'assureur, c'est de dire attention, quand vous êtes jeune ou quand vous êtes en état de santé, on va dire plutôt bon, n'hésitez pas à souscrire un contrat car dans la durée, vous serez gagnant forcément parce que
la statistique que je vous donne, elle est quand même révélatrice que il y a quand même un vrai manque de connaissances et du risque qui est présent. D'autant que c'est une charge. C'est une vraie charge. Les entreprises, c'est pas une dépense. Tout à fait. Oui, c'est une dépense, mais c'est une charge. C'est tout à fait. Mais il y a des avantages fiscaux dont Sonia pourrait parler après, qui permettent aussi de déduire les cotisations qu'on va verser. On parle quand même d'une cotisation qui va aller tourner à 40 ans, aux ordres de 1 100 €, 1 200 € par an, c'est une centaine d'euros par mois, ce qui reste quand même assez acceptable. Comment choisir un bon contrat ? Regardez le prix, mais comme je dis, vu qu'il y a de la déductibilité, c'est pas forcément le plus important. Regardez les exclusions du contrat. Je suis couvert, vous parlez de piste de ski tout à l'heure, je suis couvert pour le sport ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'exclusions sur le sport. Chez Swiss Life, il n'y en a pas. On couvre jusqu'à 1 million d'euros tous les sports, même le base jump. Mais ça, c'est quand même important. Et on regarde aussi la franchise. Si j'ai de la trésorerie, est-ce que je peux couvrir un mois d'arrêt de travail au-delà d'un mois? Par contre, là, j'ai besoin de renfort. C'est comme ça qu'on évalue le risque. Est-ce que je dois me couvrir à 100% de mon revenu actuel? Est-ce que je me mets un petit peu en dessous? C'est toutes ces choses-là. Est-ce que je prends aussi une garantie qui va payer les frais généraux de mon entreprise, par exemple, me payer un remplaçant? Ça, c'est pareil, c'est des garanties complémentaires. Et je prends des assureurs aussi reconnus, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir assurer dans la durée. C'est des risques lourds qui peuvent coûter très cher. Une invalidité, il faut que l'assureur ait les reins solides. Il faut que l'assureur ait les reins solides. Parce qu'on parle quand même d'engagements qui peuvent atteindre 1, 2, 3 millions. Une invalidité à 40 ans, ça peut coûter assez cher. Ou un décès. Voilà, donc on est là pour ça et il faut bien choisir ses contrats. Maxime disait, il y a de la fiscalité à prendre en compte ? Oui, tout à fait. Alors, si on est dans le cadre de la loi Madelin, ce qui concerne les professions libérales, BNC, BIC, SARL, gérant majoritaire, on peut déduire, passer en charge, comme vous le disiez, déduire de ses revenus ou passer en charge les cotisations de prévoyance. Donc, bien sûr, il y a des plafonds, mais les plafonds sont assez élevés. Là, pour cette année, c'est presque 12 000 €, donc c'est quand même assez élevé. Et par contre, la partie frais généraux, là, on ne couvre pas les 3 risques, décès, invalidité, arrêt de travail. Donc là, ça ne rentre pas dans le cadre de la loi Madelin. Mais c'est très important de se poser les bonnes questions, de se dire, voilà, si j'ai un arrêt de travail, de combien j'ai besoin pour vivre, quelles sont mes charges au minimum. Oui, vous parlez des cotisations, etc. Mais justement, quand on cotise, c'est pour s'il se passe quelque chose, que je touche quelque chose. Et là, c'est fiscalisé aussi ? Oui, alors là, ce qu'on déduit à l'entrée, je dirais, c'est un petit peu comme beaucoup de choses. On le passe sur tous les tableaux. Voilà, exactement. À la sortie, ici, on est en arrêt de travail. On va donc percevoir des indemnités journalières qui vont être taxables au titre de l'impôt sur le revenu, puis CSG, CRDS. Pareil pour la rente invalidité. La rente invalidité, elle va être taxable également à la sortie, si on l'a déduite à l'entrée. Et ça sera taxé comme une pension, on va dire, une pension. Et on aura la CSG, CRDS également. Je le disais au début, et vous le sous-entendiez tous les deux aussi, c'est souvent pas pris en compte, notamment, vous le disiez Maxime, par les jeunes. Vers qui on se tourne en fait pour faire un point, pour se dire oui, j'en ai besoin, oui, il faut que je le fasse. Alors Maxime nous a donné les clés pour choisir son assureur, mais on a peut-être besoin d'être bien accompagné aussi, Sonia. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans l'indice de vulnérabilité qu'on a créé, le baromètre avec Swiss Life France, 93% des moins de 40 ans se sentent vulnérables face à leur protection sociale. Donc, c'est des chiffres incroyables. Donc vers qui se tourner ? Donc, vers des spécialistes de la protection sociale, surtout de l'indépendant, qui vont estimer vos besoins et puis qui vont les faire évoluer, parce que les contrats doivent évoluer dans le temps en fonction de la vie. Oui, c'est-à-dire que quand on a souscrit un contrat en début de carrière, lorsqu'on est chirurgien-dentiste, c'est pas le même que quand on approche des 50 ans et quelques. Exactement. Puis si on a des enfants à charge, si on est marié, si on est célibataire. Donc voilà, quel est le statut micro-entrepreneur? Et puis finalement, après, on dépasse les plafonds, on devient chef d'entreprise, peut-être salarié. Enfin voilà, tout ça doit évoluer et je conseille de faire un point au moins tous les ans, tous les 2 ans maximum sur sa protection sociale globale. Eh bien, n'hésitez pas effectivement à prendre conscience de tout cela si vous êtes chef d'entreprise, travailleur non salarié. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés en tout cas sur le plateau de Cœur de Patrimoine. Donc Sonia Hemlinger pour Social Care Consulting et Lily Care et Maxime Frossard pour Swiss Life France. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.